Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes, le magazine quotidien qui décrypte l'actualité autrement, avec comme tous les vendredis notre éminent club d'intellectuels européens. Au sommaire ce soir, la revue du web avec Benjamin Muller et puis deux dossiers. Les islamistes s'attaquent aux médias en Égypte et la rentrée sociale du rail en France. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Renaud. Bonsoir Elisabeth. Ce sourire enchanteur. Vous aussi. Joël Mesquins, bonsoir. Bonsoir, Tout le monde Elisabeth. sait dorénavant que vous êtes une journaliste belge et que vous êtes correspondante depuis au moins 15 ans à Paris ça, pour vous le allez quotidien Le Soir. Jean Viard, bonsoir. Vous êtes un sociologue nomade, vous faites des allers-retours en permanence. Non, vous êtes directeur de recherche au CNRS et spécialiste des temps sociaux. À côté de vous, Jules. Bonsoir. Alors là, la grecque d'histoire mène à tout, même à la fonction de dessinateur de presse chez Charlie Hebdo. Ah, c'est ça, la sinologie défroquée. Voilà, puis ensuite au néolithique prophétique avec cette série qu'on adore et qui passe tous les soirs sur Arte, Silex and the City. Et à côté de moi, Jean-Michel Ribes, bonsoir. Bonsoir Ça va Isabelle. Jean-Michel? Très bien, Le théâtre du Rond-Point à Paris se porte bien. ça va. Il a On commence fêté ses 10 ans. il y a peu de temps et là il commence sa 11e saison avec un grand auteur qui s'appelle Valère Novarina. Bravo Jean-Michel Ribes, car vous en êtes le programmateur, l'animateur et le directeur. Le premier dossier du soir, rappel des faits sur ce qui s'est passé dimanche dernier en Égypte. C'était donc dimanche à la mi-journée et une journaliste égyptienne, Fatma Nabil, a présenté voilée le journal, donc sur la première chaîne d'État égyptienne. C'est la première fois en 50 ans qu'une journaliste voilée fait son apparition à la télévision. Et alors, fait très étonnant et sur lequel on aimerait tout de suite avoir vos réactions, une partie des féministes égyptiennes ont pris sa défense en disant que c'était la fin d'une forme de discrimination, que des journalistes qui travaillaient voilés et qui étaient compétentes étaient empêchés de travailler auparavant. Bah tiens, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Ribes? C'est-à-dire que le problème c'est qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais quand l'habit fait le moine, ce qui est le cas là, ça peut poser question simplement au rapport à une espèce d'approche d'une divulgation de la religion et peut-être même de formes d'extrémisme. Mais c'est plus compliqué, je crois. C'est plus compliqué parce que on peut aussi se dire, est-ce qu'une femme extrêmement brillante, très intelligente, qui après tout a le droit d'avoir une volonté comme ça de croyance qui n'est simplement qu'un voile, est-ce qu'il vaut pas mieux ça qu'un crétin ou une crétine sans voile? Voilà, c'est peut-être là où se pose la question. Est-ce qu'il vaut mieux, je sais pas quoi, Jean-Paul Sartre avec un voile ou, je dirais pas, quelqu'un d'autre sans voile, vous voyez? Je vois, oui, je vois bien, oui. Oui, mais est-ce que ça traduit pas comme une évolution du régime et notamment de l'influence des frères musulmans à travers cette... voilà, 15 mois après la révolution en Égypte, où est-ce qu'on en est? La façon dont on habille le corps des femmes est toujours un débat de société. Moi, je me rappelle quand ma sœur était licenciée dans les années 60 parce qu'elle mettait un pantalon. Licenciée, renvoyée de son école. Donc, il faut se rendre compte de ça. Il y a toujours débat sur la façon d'habiller le corps des femmes. Et effectivement, le problème, c'est qu'en Égypte, la majorité des femmes sont voilées. Dans la rue, tout ça. 80%, 83%. Voilà. Donc, je veux dire, c'est l'habit comme ça. Moi, en tant qu'homme, une femme voilée à la télévision, ça me choque. Mais d'un point de vue, philosophique, le fait que la majorité de la société fonctionne comme ça, au fond, on les avait interdits de télévision parce qu'il y avait un régime militaire qui avait décidé qu'il y avait des bonnes mœurs et des mauvaises mœurs. Et que la laïcité c'est d'ailleurs pour était ça qu'une tacitement partie des respectée. féministes ou des libéraux égyptiens disent, attendez, à partir du moment où la majorité des femmes s'habillent comme ça, c'est normal qu'à la télé, il y en ait aussi. Je trouve ce raisonnement cohérent. Et après que la société, que si vous voulez, ces sociétés, il ne faut pas qu'on fasse, c'est pas la télé chez nous. Dans ces sociétés, il y avait des dictatures militaires. Ces dictatures militaires, elles ont refermé la société musulmane. Elles l'ont pas fait progresser, elles l'ont refermée. D'un coup, les dictatures reculent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les opposants traditionnels, effectivement, ils ressortent. La question, c'est comment derrière, on va rebâtir des valeurs démocratiques, mais ne soyons peut-être pas trop moralistes de chez nous. Jules? Oui, là, il y a un dessin écran plat coin carré. C'est les gens qui ont investi dans des super télés en Égypte vont être un peu déçus. Joël, je voudrais avoir votre sentiment. Et au-delà de ce cas, est-ce que, comme le disent et le dénoncent certaines femmes, les révolutions arabes, finalement, confisquent quelque chose aux femmes, alors que les femmes avaient été fer de lance de ces révolutions? Oui, bien entendu. Et moi, ce qui me frappe, en tout cas, c'est que quelque part, cette image est interpellante et en même temps, elle a paradoxalement un effet positif. Parce que le voile sur la tête, c'est quelque part un peu le nez au milieu de la figure. On voit, on ne peut plus ignorer, on ne peut plus faire semblant d'ignorer qu'effectivement, ces révolutions arabes ont été confisquées ou récupérées par les islamistes, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, au Maroc, par exemple. même. Et effectivement, maintenant, plus personne ne peut ignorer
que ce gouvernement, que ce régime islamiste fait exactement la même chose que ce qu'il prétendait dénoncer sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire le contrôle des médias. C'est utile de le savoir avant, parce que la question se pose encore pour d'autres pays, je pense à la Syrie bien sûr, où ce danger islamiste existe aussi. C'est utile de le savoir, ça ne veut pas dire maintenant que ça doit servir d'alibi pour ne rien faire, en se disant attention, on ne peut pas intervenir Comment justement est-ce que les régimes occidentaux peuvent intervenir à l'endroit de l'Égypte ou de la Tunisie pour essayer de freiner ou d'enrayer ces évolutions-là sans apparaître comme des donneurs de leçons, justement, d'un point de vue purement occidental, européen, européen. Oui, et puis je sais qu'en France, on est très pressé que tout le monde aille très vite. Il faut que François Hollande change la France en 15 jours. Le changement maintenant. Oui, non, mais et la même chose pour les révolutions arabes. Il faut que tout soit réglé On peut s'inquiéter de recul. Oui, mais la Révolution française, si vous la regardez, ça a reculé, ça a avancé, ça a mis 150 ans avant de se fixer. Donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on a des leçons à donner à des gens qui tout d'un coup font un vrai tremblement de terre dans leur société politique. Et il faut tout de suite que ce soit bien parfait, etc. Il va y avoir des reculs, des avancées, etc. Mais moi j'ai assez la sensation qu'au bout du compte, c'est quand même la première impulsion qui était une impulsion de volonté à la fois libertaire et démocratique qui va finalement s'imposer au bout. Et vous qui êtes si attaché à la question de la laïcité, Jean-Michel Ribes, et dont on connaît les prises de position contre tous les intégrismes et les extrémismes religieux, vous n'êtes pas dérangé par quelque chose là qui serait de l'ordre d'une laïcité qui recule? Non, alors il faut que vous sachiez que quand on me parle, c'est moi qui réponds. Je vous le dis parce que c'est important. C'est un tyran, Jean-Michel Ribes. Non, mais vous me posez une question. Ouais. Ce Marseillais doué va pas me prendre la parole tout de suite. Non, je voulais dire que c'est l'intégrisme. Il n'est pas question encore d'intégrisme, il est question simplement, je crois, de liberté. Alors, est-ce que une femme est libre parce qu'elle a le droit de mettre un tchador, ou est-ce qu'une femme n'est pas libre? Pas de tchador, là, non, une femme voilée, oui. Excusez-moi, j'ai pas tout le vocabulaire, mais non, voilà, c'est le fondement de la liberté, le fondement de la démocratie, et c'est là où ce que disait. Est-ce qu'il y a sans être déjà dans l'intégrisme, est-ce qu'il n'y a pas, et là je vais poser la question à Jean-Vier, est-ce qu'il n'y a pas une forme de complicité, voire d'hypocrisie de la part des régimes en place, qu'il s'agisse de Mohamed Morsi en Égypte ou du parti Ennahda en Tunisie, parce qu'ils laissent faire, on a vu des incidents aussi en Tunisie, ils laissent faire, eux, des intégristes qui sont plus violents. Il faut d'abord qu'on fasse attention, parce que les dessins de mon voisin, par exemple, ils ne représentent pas une femme avec un tchador, mais une femme avec le visage masqué, une burqa. Alors, ce n'est pas des burqas. C'est en clair et encrypté, en fait, selon qu'on a le... Non, mais c'est important, parce que c'est pas la même chose. Je m'excuse, on ne masque pas le visage de la femme, on lui masque les cheveux. On lui cache les cheveux. Je dis, après, c'est quand même la première fois en Égypte qu'il y a une élection démocratique, où effectivement le président Morsi a été élu, tout le monde pensait qu'il serait battu, et que ça serait le candidat des militaires. Donc, c'est une forme de démocratie. Bon, comme la Turquie d'ailleurs. Alors, après, c'est pas mon rêve premier. Mais soyons honnêtes, chaque fois qu'une dictature tombe, le pouvoir est pris par les opposants, et les plus courageux des opposants sont généralement très durement organisés. Ça a été les communistes contre les Américains au Vietnam, là c'est les islamistes, parce que c'est ceux qui ont su résister, se prendre des coups, y aller en prison, être torturés, etc. Et forcément, ils ressortent. Et donc, on est obligé d'en passer par là. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est obligé d'en passer par là, et que nous ne devons pas, nous, apparaître comme donneurs de leçons, nous devons aider les forces démocratiques, aider les mouvements, etc. Je dirais pour le coup d'après. Et si j'allais au bout de ma pensée, je dirais presque pour la génération d'après. Le mot de la fin, dans la durée. La bulle de la fin, quant à ce dossier, pardon, et pour Jules. Ça peut être un très bon enjeu publicitaire, hein, le retour de la pub après 20h sur la télé égyptienne. Voilà. Le journal vous est présenté par une colonne Maurice. Tous les vendredis, Nadia... Ouais. Comme tous les jours d'ailleurs, c'est pas du tout la photo de la semaine, j'allais me tromper, vous voyez. Nadia, vos tweets. Moi je voulais rebondir là-dessus juste une petite seconde, parce que vous demandiez ce que l'avis qu'on pouvait avoir nous, Français, sur cette histoire-là, mais on peut aussi se demander ce que les Égyptiens, les Égyptiennes pensent de ça. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller sur Internet, parce qu'on sait depuis le printemps arabe qu'ils se sont emparés du web pour s'exprimer. Et ça s'est complètement vérifié avec cette histoire, parce que dimanche soir, à peine 1 heure après la diffusion de cette émission, on a vu des blogueurs, des blogueuses beaucoup, exprimer leur inquiétude vraiment face à ça. En tout cas, ils se posaient des questions. Et surtout, cette histoire, elle a fait un écho assez étrange avec l'histoire d'une autre femme, totalement différente pour le coup, qui était la blogueuse égyptienne qui s'appelle Alia Magda Almadi. Je ne sais pas si vous en rappelez, qui avait donc un blog qui s'appelait Journal d'une rebelle. C'était déjà tout un programme et qui a fait pas mal de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Elle avait publié cette photo qu'on a tous vue d'elle nue, qui était évidemment un message contre l'intégrisme. Et ce dont on se rappelle un peu moins à propos de cette femme-là, c'est qu'elle avait déjà, elle s'était déjà interrogée sur cette histoire du voile, sur ce nombre de 80% de femmes voilées en Égypte, et elle avait créé une page Facebook, ça se passe vraiment sur Internet, qui s'appelait Cris résonnants. Elle avait demandé aux Égyptiens,
homme de porter le hijab, de se prendre en photo et de la publier sur le réseau social pour donner une espèce d'écho à tout ça et amener les Égyptiens à s'interroger. Alors ça n'avait pas extrêmement bien marché, mais elle avait été quand même relativement visionnaire. Et il y a comme ça tous ces blogueurs et ces blogueuses qui, eux, manifestent une inquiétude s'il fallait s'en tenir à ça. Et à cet avis-là, c'est plutôt ça. C'est entendu, c'est clair. C'est l'avis des Égyptiens qui et c'est sont sur le net. l'avis des Égyptiens. Cher Jean-Michel. Ceux qui sont sur le net. Ceux qui sont sur le net, absolument, mais qui s'expriment. On peut lancer un sondage comme ça d'ailleurs. Oui. C'est voilà, qui pour le JT égyptien, soit Ferrari d'un côté, soit Delahousse en fait. Alors, la photo de la semaine, tous les vendredis, vous le savez déjà, je suis sûre, la rédaction de 28 minutes choisit une photo qui lui semble incroyablement signifiante et il a fait analyser par une sémiologue ou un sémiologue. Aujourd'hui, on a choisi une photo qui a été publiée dimanche dernier, donc par le JDD. C'est Martine Aubry et son gun à la braderie de Lille. Photo prise le week-end dernier et parue le week-end dernier. La voici. Cette semaine, l'héroïne de notre photo, c'est Martine Aubry. Un cliché publié dans les pages politiques du JDD, analysé pour nous par la sémiologue Élodie Mielzarek. Il y a deux sens qui viennent se superposer. Un premier sens qui est plutôt littéral, à savoir Martine Aubry présente à la Grande Braderie de Lille qui donne le top départ pour le marathon. Et puis, il y a un sens beaucoup plus symbolique. Symbolique, cette toile de tente qui rappelle le théâtre de Guignol. Symbolique aussi, les traits du visage de Madame Aubry, comme si elle n'avait besoin de personne pour se caricaturer. L'idée, c'est de ne pas être dans la gravure de mode, on est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'effet de réel, on est au plus proche du vrai, on est dans la véracité. Ça colle complètement avec l'image que François Hollande veut donner à la fois de lui-même, de son gouvernement et de la ligne à tenir. Une secrétaire du Parti Socialiste normale, donc. Normale et armée. Alors là, ce qui est intéressant, voilà, donc le western mobilisé à travers le pistolet, le cadrage et puis la posture assez particulière de Martine Aubry. Ou de l'art d'illustrer le climat actuel au PS. Martine Aubry, tel un cow-boy qui devra bientôt céder sa place à son successeur à Solferino. Du coup, Élodie Mielzarek, en habituée de la communication politique par l'image, fait parler la secrétaire du Parti Socialiste. Alors ce serait touche pas mon Grisby, parce que c'est une des répliques des tontons flingueurs. Là, Martine Aubry en tata flingueuse, on voit bien ce qui attend son successeur. Hein. Visiblement, ça va pas être une mince affaire. Jean-Michel Ribes, vous souscrivez à cette analyse Non. Non, du tout. Non, parce que je veux dire, 15 millièmes de seconde après, c'est plus la même personne. Et c'est que, donc je trouve que cette image arrêtée qui est comme ça une expression extrêmement momentanée, fait un délire de commentaires sûrement créatifs et intelligents, mais je trouve que c'est pas du tout une crédible. Photo, c'est toujours sur un instant donné. Ah oui. Oui. Oui, ça j'avais vous êtes sûr cru comprendre. C'est dingue. Mais incroyable. Je vous remercie parce qu'on apprend plein de choses dans votre émission et celle-là c'est important. on l'a rebaptisé la palissade. Comme tous les instantanés, ce ne sont pas des longueurs de vie et je trouve que l'analyse sur une seconde n'est pas la bonne. Et bien alors justement, un instantané sur des longueurs, la photo que vous avez choisie, qui est absolument splendide. Oui. Vous nous la décrivez, Jean-Michel? Vous expliquez pourquoi elle vous a ému? Elle m'a ému parce que tout d'un coup, il n'y a plus de handicap. C'est-à-dire la joie, le bonheur fait qu'il n'y a plus de handicap. Et je trouve que les Jeux paralympiques sont beaucoup moins, finalement, handicapés que les Jeux qui ne sont pas paralympiques. Qui est en photo? Vous nous dites, là, vous nous resituez? Non, je me souviens plus de ce nom. Elle a gagné le 100 mètres. C'est une Française. Oui, c'est une Française. Elle m'a le fur, non, quelque chose comme ça. Elle m'a bouleversé. Le fur, c'est ça, oui. C'est pour apprendre quelque chose dans l'émission. Non, mais je l'avais déjà dit avant vous. Non, mais moi, écoutez, si vous voulez, je viens vous voir. Dites donc, la rivalité des deux jeunes coqs, là, vous pouvez nous l'épargner. Je plaisante. Non, mais moi aussi. Non, mais moi aussi, j'ai besoin de savoir. Jean-Michel, ne vous laissez pas... Non, mais ça va. Ça y est, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Non, c'est pas dit. Je veux dire que je pense que les Jeux olympiques avaient montré plus de handicap que les Jeux paralympiques. Parce que Nelson Montfort, par exemple, vous l'entendez parler. C'est un handicap mental, vous voulez C'est dire. vraiment un moment de handicap compliqué. Alors que là, c'était moins... Je trouve qu'il y a la joie, il y a le bonheur, il y a quelque chose qui se dégage et qui est l'envers du handicap. Jean Viard, la joie, le bonheur qui se dégage, l'envers du handicap. Mais moi, ce qui m'a plu dans cette affaire, c'est que les stades sont pleins. Et que quand on voit, on se rappelle les Jeux Olympiques précédents, où il n'y avait personne,
ça montre quand même que les Anglais ont une culture, un fair-play, un rapport aux handicapés qui est quand même magique, quoi. Parce que, je m'excuse, si ça avait été à Paris, je suis pas sûr que ça aurait été plein. Donc je trouve qu'il faut le dire, y compris pour valoriser ce qu'il y a de fair-play dans la culture britannique. Quelle photo avez-vous choisi, Jean Viard? Mais moi, j'ai choisi une photo qui était à la fois sur la rentrée des classes et sur la morale. Ça dit deux choses. Ça dit d'une part que... C'est un portrait de Vincent Payon, c'est ça? Il y a un portrait de Vincent Payon, voilà. Et puis il y a le retour de la morale. Il y a deux choses. Remettre l'école au cœur de la société, à mon avis, c'est un acte politique majeur. Parce que l'école construit les sociétés modernes. Et ça me semble essentiel. Et je pense qu'il faut le redire chaque jour. Après, le retour de la morale, le redressement productif... moi, je suis de ceux qui comprenez la polémique qu'il peut y avoir là-dessus? Tout à fait. Pour moi, il y a deux choses. Apprendre aux enfants ce qui est juste et pas juste, c'est-à-dire ce que la loi dit. La loi dit ça, tu peux le faire, ça, tu peux pas le faire. C'est normal qu'on leur apprenne au fond ce qui est notre droit, notre système de justice, le juste. Le bien, est-ce qu'il y a un bien? Il y a un bien public, mais est-ce qu'il y a un bien privé? Est-ce que c'est bien de travailler? Est-ce que c'est bien de préférer les garçons? Est-ce que c'est bien de changer de femme? Je veux dire, on peut discuter il n'y a pas un bien public. Enfin, il n'y a pas un bien individuel à donner par l'école. Donc je suis un peu limite avec cette idée-là. Joël Mesquin, vous avez choisi une photo de Barack Obama. Oui, elle est assez ancienne. Il est de dos, d'ailleurs. C'est une photo assez ancienne qui date d'il y a 2 ans, donc c'est lors d'une visite sur la base de Bagram en Afghanistan. Et moi, ce qui m'a frappé sur cette photo, c'est l'habit, c'est le blouson de cuir. Le blouson de cuir qui occupe vraiment une place à part dans la symbolique américaine, parce qu'on avait vu aussi George Bush, lors du 11 septembre aussi, enfiler un blouson du même... Il ne le portait pas pareil. Il ne le portait pas pareil. Voilà, on le voit lui aussi. Et il y a vraiment là un sens caché, ou même très explicite, qui est celui de « je suis le commandant en chef de la nation ». Et s'agissant d'Obama, c'est très habile parce que, effectivement, au début de son mandat, il souffrait un peu du manque de carrure internationale, du manque d'expérience. Il avait aussi reçu le prix Nobel de la paix très tôt. Et donc là, il apparaît en chef de guerre, en commandant en chef du pays. Et c'est bien joué de ressortir cette photo en pleine campagne. C'est bien joué en pleine période de convention démocrate, qui n'est pas si facile pour lui. Jules, pas de photo, mais bien sûr... Ah oui, j'ai fait les commentaires. Enfin, moi, c'est mes commentaires. Il y a le commentaire sur Martine Aubry, là. Oui. Donc avec le dessin, j'ai même pas besoin de l'annoncer, c'est de l'anglais. Et puis ensuite, il y a le... Clin d'œil à Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo pour les cinéphiles. En tout cas, si c'est un revolver, c'est un silencieux, parce que ça se passe pas comme ça au PS. S'il n'y a pas la guerre des tranchées. Et l'autre? Et voilà, mais j'ai pas eu le temps de le colorier en bleu, ça allait très vite, mais Payon fait la morale en schtroumpf à lunettes comme ça, puis avec Hollande derrière dit « je crois que je vais schtroumpfer un remaniement ». À propos de morale, je trouvais ça assez... Le jour de la rentrée des classes... La une de Libé était formidable avec le portrait de Christine Angot qui parlait quand même essentiellement de pédophilie. Je trouvais que c'était pas mal le jour de la rentrée des classes. C'était le jour ou le lendemain? Je sais pas, je crois que c'était le lendemain. Oui, ça s'appelle l'ouverture de la chasse. Oui. Deuxième dossier du soir, consacré à la France, à la rentrée sociale en France, qui est douloureuse, notamment pour les employés de PSA qui ont repris le chemin de l'usine, sachant que 8000 suppressions d'emplois étaient annoncées et que le site allait être fermé d'ici quelques mois. Il y a des mobilisations syndicales prévues pour le 29 septembre, le 6 octobre. Le marché auto français plonge. Et puis il y a bien sûr 3 millions de chômeurs annoncés par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Je voudrais avoir votre sentiment vu de Belgique. Joël. Ouais, moi, ça me rappelle très fort, cette affaire me rappelle très fort la fermeture de Renault Vilvoorde. C'était il y a 15 ans. Il y avait aussi 3000 ouvriers sur le site. L'annonce avait été brutale aussi. Et la grosse différence, c'est qu'à l'époque, il y avait eu une forte mobilisation à l'échelle européenne. C'est qu'il y avait eu des manifestations à Paris, il y avait des manifestations à Bruxelles. Et même, on avait vu dans cette manifestation à Bruxelles le Premier ministre français de l'époque, un certain Lionel Jospin. C'est avant qu'ils disent que l'État ne peut pas tout contre l'économie. Donc il y avait vraiment un mouvement de solidarité autour de ce qui y arrivait. Et aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a plus personne, en fait, pour soutenir. C'est devenu, l'annonce de ces plans sociaux est devenue presque routinière, terriblement routinière, dramatiquement routinière. Et quand les syndicalistes se réunissent à Aulnay pour voir quelles actions envisager, eh bien, ils pensent, certains, plutôt à la résignation, ne veulent pas se battre, ils ont peur de se battre parce qu'ils se disent, s'il y a quelques emplois à sauver, ben, j'aimerais bien que j'en sois. Ou alors, ils pensent à des actions radicales, comme la séquestration des patrons, qui est quand même la dernière arme du désespoir. Comme au gouvernement, il y a Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Justement, c'est une leçon soi-disant tirée des années Jospin. Il fait beaucoup de discours, etc. Vous pensez qu'il ne peut pas faire grand-chose? En fait, il n'y a pas de moyens.
c'est plus le ministre des discours que de l'action, Arnaud Montebourg? Non, je pense qu'il y a effectivement un volontarisme qui est évident de la part... Que peut faire l'État? Mais que peut faire l'État? Manifestement, la démonstration est faite qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, sinon peut-être accompagner, faire des plans sociaux plus protecteurs pour les salariés. Ça avait été le cas à Vilvoorde où, après cette mobilisation, il y a eu effectivement un plan social très favorable aux salariés de Vilvoorde. Jean-Michel Ribes, juste après un coup d'œil au dessin de Jules. Oui, là, ils peuvent espérer peut-être avoir un soutien de Madonna ou de gens comme ça s'ils forment un groupe The PSA Riot. Avec des cagoules. Ouais, avec un petit système de relookage, ça pourrait aller. Pas sûr que ça les fasse rire, mais Jean-Michel Ribes, votre point de vue sur cette rentrée sociale qui est effroyable. Oui, je trouve que c'est très triste et je trouve que les témoignages des gens qu'on voit sans arrêt à la télévision et qui parlent simplement de leur famille, de leurs problèmes, sans même révolte, etc., je pense que c'est quelque chose qui est dans un axe de communication avec tout le pays et je crois que beaucoup de gens se rendent compte ce que ça veut dire parce que souvent c'était un peu éloigné. Alors évidemment, Vilvoorde, c'était magnifique, mais il y a quelque chose là de très touchant, je dirais pas de compassionnel, mais presque. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est qu'il y a une espèce d'hystérie, alors faut bouger, il faut y aller, etc. On avait un président extrêmement agité avant qui faisait une annonce par jour. Oui, une annonce par jour, ça bougeait pas. Moi, je trouve que le gouvernement actuel, même si on le presse sans arrêt, a mis des bases en place, que ça va avancer avec... c'est un gros bateau qu'il faut tourner. Je crois qu'il faut laisser comme un tout petit peu de temps. Je suis pas sûr que le Hugo Chavez de l'opéra, qui hurle partout des choses... Qui est donc le Hugo Chavez de l'opéra? Oui, je trouve que... J'adore Mélenchon, je l'adore parce que j'adore les grands acteurs. Il est venu au Théâtre du Rond-Point. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme et de formidable, mais qui fait un peu de la politique comme un catcheur. C'est-à-dire c'est un lutteur de foire, c'est un lutteur de cirque. Et quand il rencontre un vrai boxeur, pam, il se fait descendre. Et puis la gauche, il n'en est pas totalement propriétaire quand même. Et je trouve que ce numéro comme ça en ce moment de remettre du feu sur du feu, c'est pas le moment. Il a sûrement raison dans des tas d'endroits, mais laissons les choses avancer et ne servons pas ni Copé ni les autres. Vous êtes toujours en état de grâce Non, moi je suis pas en état de grâce. Non. À propos de... Je sais pas. Excusez-moi, c'est pour revenir sur PSA une seconde. À propos de PSA, Jean-Viard, est-ce que c'est pas un drame aussi de la mondialisation, cette affaire? Parce qu'on évoquait tout à l'heure Renault Vilvoorde. Renault a beaucoup plus délocalisé déjà son activité que Peugeot. Et Peugeot, finalement, là, voilà, se ferme au nez, justement, parce qu'ils prétendent, en tout cas, ne pas avoir suffisamment délocalisé. C'était les premiers à partir en Chine, voilà. Peugeot. Oui, mais ils ont abandonné. Ils ont échoué en Chine. Il faut faire attention, parce que le drame humain, il est le même. Ouais. Pour l'ouvrier de PSA qui perd son boulot à Aulnay, il y en a 8000 de PSA qui perdent leur boulot. Il y en a que 3000 à Aulnay. Donc, et en plus, Aulnay, ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'en gros que ça allait fermer quand même. Hein. Ça fait 10 ans qu'on sait on sait plus ou moins, mais bon, donc en fait, on savait que ça allait fermer. Donc le drame humain est le même. Les gens se retrouvent, ils perdent leur boulot, etc. Bon, ça, il faut être sensible à ça et se demander comment on peut faire. Après, il faut pas tout mélanger. Peugeot n'est pas d'abord un élément de la crise que nous traversons, qui fait qu'en gros, il y a 10% de chômeurs dans toute l'Europe, qui est un problème difficile, qui est un passage. Peugeot est une entreprise que des problèmes d'orientation, etc., fait qu'elle s'est plantée. Et elle s'est plantée en partie parce qu'elle est restée trop franco-française. Quand la même semaine, vous avez le salon automobile de Berlin, où on lance la nouvelle, effectivement, Golf 7. La Golf 7, elle a été financée dans son innovation parce qu'ils ont fait des bénéfices en Chine. Ils les ramènent et ils emploient des gens tous les jours, c'est Volkswagen. Donc il y a besoin de voitures dans le monde moderne, il y a besoin de voitures performantes. Et donc la question, c'est est-ce qu'on fait des voitures sur le marché ou pas? Il se trouve que Peugeot, ils sortent du marché. Donc c'est pas la crise de la mondialisation. La mondialisation, on a besoin de voitures partout. En Chine, en Inde, il faut des voitures qui consomment moins. Et les Allemands ont diminué leur coût de fabrication de 30%, tellement ils ont investi dans la façon de faire. Donc il y a des marges à gagner. Quand on est effectivement dans l'investissement, dans la recherche, dans la formation des hommes, dans la solidarité avec les salariés, avec le chômage par temps partiel, il y a une crise dans les gardes à mi-temps, etc. Nous, on les met dehors, après on en reprend d'autres qu'on reforme. Donc il n'y a pas de fatalité. Ouais. Non, il ne faut pas partir là-dessus, parce que sinon on va se fermer. Je veux dire, si je crois que le danger de tous ces drames, c'est qu'effectivement on se dit, on va se fermer, roulons en Peugeot, revenons à la charrette. Non, pas du tout. Il faut avancer. Jules, pardon. C'est juste une variation sur la fin des ouvriers avec Hollande qui dit il ne faut pas désespérer Bettencourt. Et puis son conseiller qui dit Billancourt, monsieur. Billancourt, monsieur.
Nadia, le ou les tweets de la semaine. Ouais, une espèce d'autre affaire sociale. Il y a eu plusieurs tweets effectivement sur Twitter qui répondaient tous à un hashtag. C'est une conversation récurrente sur le réseau social qui était privé de désert. Privé de désert, c'est une initiative qui a été lancée par des médecins connectés. Donc il y avait des comptes Twitter, des blogs, etc. Et c'était eux qui avaient déjà lancé une pétition il n'y a pas très longtemps contre les chemises ouvertes à l'hôpital. Je pense que vous en avez entendu parler. Là, c'est pas exactement la même histoire. Ils sont 24 et ils ont publié sur leur blog des propositions pour lutter contre les déserts médicaux. On sait que c'est un vrai problème. Il y avait finalement assez peu de propositions de la part des médecins. Là, ils l'ont fait et ils l'ont fait sur Twitter. Ils proposent plusieurs choses assez intéressantes. Par exemple, dans ces idées-là, il y a celle d'un chèque emploi médecin qui servirait à ces médecins pour payer les prestataires de services, les secrétaires médicales, etc. La création de maisons universitaires de santé qui serait l'équivalent des CHU, mais dans les maisons de ville. Et celle qui est quand même assez originale, d'un salaire aux enchères, donc une espèce de mise aux enchères des salaires, pour faire venir les médecins dans ces zones-là. Ils sont servis de Twitter pour ne pas parler dans le vide. Ils se sont adressés directement à la ministre de la Santé, en l'occurrence avec un tweet d'un médecin qui dit « Hey Marisol Touraine, si tu cherches des conseillers, c'est par là », avec le lien juste derrière. Et visiblement, dire « Hey » à un médecin, ça paye, puisqu'elle a répondu à plusieurs reprises. Puisqu'elle a répondu à plusieurs reprises, et notamment en disant « Toutes les idées sont bonnes à prendre, prête à travailler avec vous, signé MT ». Elle a promis qu'elle allait les retrouver ailleurs que sur Internet pour en discuter, ce qui veut dire que globalement, si on veut s'adresser à un ministre, il faut leur parler sur Twitter et leur dire « Hey ». Et si on veut s'adresser à Jean-Michel Ribes, vous tweetez, Jean-Michel? Non, je ne tweete du pas. tout. Vous êtes réfractaire? Non, je ne suis pas dans cette histoire-là. Je fais un peu de bêtises dans un théâtre, ça suffit. Énorme bêtise dans un théâtre. Le blind test, comme tous les soirs. Qui est Yves Bontaz? Est-il le jumeau caché de Jean-Pierre Coff, quand vous verrez sa tête? Est-il un guide savoyard de haute montagne? Ou est-il un fabricant de boulons automobiles ayant pété une durite? La réponse arrive avec Renaud Dely et son zoom sur l'homme de la semaine. Un jingle. Qui est Yvon Bontaz? La bonne réponse était la réponse numéro 3, Elisabeth. C'est effectivement un producteur, c'est un patron de petite entreprise qui produit des pièces détachées pour l'automobile. C'est un spécialiste de décolletage. On ne m'en demandait pas davantage. Donc Yves Bontaz, on a vu sa bouille un peu partout dans les médias cette semaine, à la télévision, dans les journaux. Voilà, c'est un patron de 73 ans qui est installé en Haute-Savoie, dans la commune de Sarnaz, pour être très précis. Et Yves Bontaz, c'est pas seulement un patron, c'est surtout un patron malheureux. Alors, et on connaît le cauchemar des patrons. Qu'est-ce qui les plonge dans le malheur? C'est les charges. Voilà, il y a trop de charges. On en a entendu beaucoup la semaine dernière lors de l'université d'été du MEDEF. Laurence Parisot, il a reçu beaucoup de ministres, et Jean-Marc Ayrault, etc. Mais surtout, elle a été le porte-voix de cette complainte qu'on connaît. Il y a trop de charges. Le coût du travail en France est beaucoup trop élevé. Et personne n'écoute ces patrons qui ploient sous les charges. C'est le cas donc de Yves Bontaz. Il l'a dit, c'est en quelque sorte le premier martyr du hollandisme, puisqu'il a déclaré « Depuis Hollande, je n'ai plus le moral ni le goût de travailler. Sarkozy avait fait des bricoles, mais il a tout enlevé. Alors pour nous, investir, c'est terminé. » Et donc, résultat, Yves Bontaz, qui devait créer une nouvelle usine dans sa commune de Haute-Savoie, a décidé de la délocaliser au Maroc et donc de s'en aller. La faute à François Hollande, une fois de plus, qui a décidément le dos large en cette rentrée. Alors il faut reconnaître qu'il s'était déjà un peu plaint, Nicolas Sarkozy, l'ultra-libéral Yves Bontaz, et puis qu'il avait prévenu avant la présidentielle, si Hollande passe, je ne construirai pas mon usine. Donc voilà un patron qui tient ses promesses puisqu'il s'en va. Le maire de la commune s'en est désolé sur Twitter, le maire de la commune de Marnas, parce qu'il y a quand même 400 emplois à la clé qui devaient être créés et qui ne le seront pas. Et puis le sujet a pris aussi une tournure politique. Ce patron indélicat a été y compris condamné par Jean-Marc Ayrault, qui a jugé que son attitude n'était pas sérieuse. Alors au final, on peut comprendre Yves Bontaz, on peut juger que ce patron est sincère. C'est vrai que la question de la compétitivité se pose en France, la question de l'allègement du coût du travail, même le gouvernement a décidé de s'y pencher. En même temps, Yves Bontaz, il a déjà, sur ses 1800 salariés, on a déjà 1500 qui travaillent à l'étranger, en Tunisie, en République tchèque, en Chine et ailleurs. Donc c'est déjà un habitué des faits. Mais surtout, on a appris que Yves Bontaz était un fervent adhérent de l'UMP. Ce qui n'est pas foncièrement surprenant au vu de son discours. Il a le droit. C'est aussi parfaitement son droit, c'est légitime. Il peut être adhérent du UMP et tenir ce discours-là. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant en revanche, c'est que moi j'ai cherché toute la semaine, j'ai vraiment bien cherché des déclarations de l'UMP, je ne sais pas, d'un des responsables de l'UMP engagés dans la course à la présidence, Jean-François Copé, François Fillon, condamnant simplement l'attitude d'un patron qui finalement ne crée pas les emplois attendus en France et choisit de localiser. J'en ai pas trouvé une seule, j'ai pas trouvé une seule déclaration d'un responsable de droite. Au moins c'est étonnant, si ce n'est condamnant, cette pratique. Comment réenchanter les travailleurs et les patrons? Voilà, je vais vous le dire en 2 minutes. Dites-le-moi en 2 minutes, c'est ce qu'on attend de vous, Jean-Michel Ribes. Non, je crois qu'il y a un endroit qui est peut-être à mettre sur la table, mais
Ouais. Vous allez nous dire ça mieux que moi. Je pense qu'il y a un moment où il faut être ensemble. Ouais. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un moment, aujourd'hui, comme vous le disiez justement, c'est plus une histoire de cocorico face à un autre pays de ça. Il y a un ressenti européen et mondial, et il y a un moment, je crois qu'il faut qu'on se mette tous ensemble, et tous ensemble autour de ce gouvernement, qu'il soit de droite ou pas de droite, de gauche, etc. Mais je crois qu'il y a le mot patriotisme est peut-être un peu fort. Je trouve que ce crétin qui s'en va avec... sur dire, avant qu'Hollande arrive, il dit je partirai, etc. C'est totalement grotesque. C'est pas bien pour le pays. Oublions-le lui, mais revenons à cette idée d'agir ensemble. Oui, mais il en est un exemple qui montre qu'il ne faut pas faire ça. Qu'il y a un moment, il faut que le pays soit ensemble, que c'est l'intérêt de tous. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui n'est pas du tout quelqu'un qui a voté pour le gouvernement actuel et le président de la République actuelle, qui est même quelqu'un dont on aurait pu penser qu'il s'en aille très vite de ce pays avec sa fortune, et qui a dit non. Il a dit, je vais vous expliquer, j'ai 2 filles, il y en a une qui est très malade, une autre qui est pas si en bonne santé ça. Quand je vois comment elles sont soignées dans les hôpitaux ici, je reste ici et je paye mes impôts. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens doivent se dire au lieu de faire « Ah, il y a trop d'impôts, je vais payer ceci ». Je crois qu'on doit être ensemble pour nous sortir tous ensemble de cette histoire. Gilles ? Ouais, c'est un petit dessin prémonitoire sur la suite de l'histoire. Un décolletage au Maroc, on voit, ça va pas être possible. Alors, de quelles rumeurs bruisse le web ? Eh bien, nous avons un spécialiste. Ces rumeurs ne sont pas gaies et Benjamin Muller va nous les expliciter. Le voici. Venez, mon camarade. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir. Bel aéropage, non ? Effectivement. Ouais. Alors, je vais vous raconter ma vie. Cette semaine, j'ai reçu un mail assez intéressant quand je me suis renseigné. Je me suis rendu compte que ce mail a inondé un peu les rédactions à Paris et ailleurs. Le mail, c'était une invitation à une conférence de presse qui se tient demain à Paris du mouvement Civitas. Je crois que vous connaissez bien. Ah oui. Monsieur Rib. Bon, moi, je connaissais pas, donc je suis allé regarder ce qui était Civitas. C'est très intéressant. Ils ont des points de vue très, très francs. Donc, le mouvement Civitas organise une conférence de presse demain. J'ai regardé sur le site du Monde Internet ce qu'était Civitas. Ils le présentent comme un mouvement catholique intégriste. Ça place le décor. Et leur conférence de presse de demain, c'est pour lutter contre le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. Alors, sur Internet, Civitas, ils sont très actifs. Ils ont créé tout un tas de photos, d'un goût plus ou moins douteux pour exprimer leur point de vue sur le mariage homo. Ça vient après la mise en ligne de plusieurs clips, toujours pareil, sur le mariage et l'adoption par les couples gays. Et cette campagne suit la une du journal Minute, dont tout le monde se souvient. C'était cet été. Là aussi, on flirte, on va dire, avec l'homophobie ouverte. Alors, tout cela, ça fait beaucoup de bruit, bien sûr, sur le net, beaucoup, parce que ça assimile les homosexuels à des folles qui passent leur journée en slip à se mater les uns et les autres. Et donc, bon, évidemment, ça fait du bruit. Et c'est vrai que Hollande, ayant prévu d'autoriser le mariage et l'adoption par les couples gays, je le dis pour nos amis allemands, c'est prévu pour le printemps 2013, et bien disons que ça a regonflé un petit peu les anti-homos ou les homophobes, et essentiellement sur Internet. Alors il y a des associations qui se battent contre l'homophobie sur le net. Alors il y a des associations qui se battent contre l'homophobie sur le net. Elles sont unanimes. Il y a de plus en plus, depuis l'élection d'Hollande, de forums, de pages web, etc., ouvertement homophobes. L'association SOS Homophobie a lancé une campagne il y a peu. Leur message, il est clair. Traiter quelqu'un de guine, de PD dans la rue ou sur Internet, c'est la même chose. On risque la même amende. Alors que la plupart des gens pensent qu'on peut le faire totalement impunément sur Twitter, sur Facebook, alors qu'on peut porter plainte quand on a été Exactement. D'ailleurs, l'association SOS Homophobie a créé un formulaire de témoignage qui incite les gens à aller dénoncer les cas d'homophobie ouverte. Alors pour ne pas non plus dire que le web c'est uniquement un repère d'homophobes, il faut dire aussi que c'est un repère de tolérance parfois. L'an dernier, une association a mis en place un kissing homo à Paris. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est un kissing, mais en gros c'était rendez-vous devant la Tour Eiffel pour les couples homo, hommes et femmes, embrassez-vous, et comme ça, ça montrera que c'est pas plus dégoûtant qu'un couple hétéro qui s'embrasse. Et ce clip a fait le buzz sur Internet, comme on dit, comme quoi Internet c'est aussi être un relais d'amour universel et d'amour, voilà. Oui, Jean-Michel. Non, je veux dire, ce que je trouve absolument sidérant avec ce mouvement Civitas, dont j'ai été victime pendant un certain temps, j'ai même été agressé à Nancy, mon couvert de merde et tout ça. Ce que je trouve extraordinaire, c'est cette capacité d'être passé, de s'être fait une publicité. D'abord, c'était sur une pièce qui n'avait ni lu ni vu, mais ils sont passés, ils ont fait ce qu'on a, ils ont passé, qui était Golgotha Pini, qui n'avait ni lu ni lu, qui n'était absolument pas blasphématoire. Un auteur disait simplement l'évangile m'a bousculé, c'est violent, etc., ce qui n'était pas du tout blasphématoire, et même le serait-ce. Ils sont passés là-dessus en voulant me pendre dans mon théâtre de Satan. Donc ils ont fait un truc assez formidable sur la publicité. Maintenant, ils ont trouvé un autre créneau
qui est l'homophobie, à cause des discours de Hollande et probablement d'Obama. Je trouve que c'est des gens qu'il faut ramener à ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est une secte clownesque. Monsieur Escada est quelqu'un qui a absolument aucune cervelle, aucun discours, mais qui a la capacité de passer dans les médias. Ce qu'il dit est très inquiétant. C'est-à-dire, c'est le Tea Party et tout ça. Mais on voit justement, ce que vous disiez à l'instant, en même temps, c'est une arrière-garde, c'est un peu un groupuscule d'une France du 19e siècle. Quand on regarde les sondages aujourd'hui sur le mariage homosexuel, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, la majorité de l'opinion française... C'est le retour au Moyen-Âge. Avec les outils d'Internet. Non, mais c'est vrai, mais permettez-moi de vous rappeler qu'il y a une lettre qui a été lue le 15 août dans toutes les églises de France contre le mariage gay, et permettez-moi de vous rappeler que le candidat américain... Par ailleurs, était très modéré. La lettre était très modérée. Je ne dis pas du tout que c'est la même idéologie. Ce que je veux dire, c'est qu'on est parti dans une phase extrêmement réactionnaire, très à droite. Et ce qui se passe aux États-Unis, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous rappelle qu'Obama, pour le moment, n'est pas en tête dans les sondages, et que si effectivement c'est l'autre qui passe, je veux dire que ça va être une extrême droite. À la limite, Le Pen à côté, c'est un gentil garçon. Il y a une évolution extrêmement dangereuse, générale. Je ne dis pas que Civitas l'incarne, mais que ça soit un cas particulier d'un peu fada, je suis d'accord. Il y a une montée très dangereuse, et c'est pour ça que le besoin de la solidarité, le besoin du commun, le besoin de dire oui, on a élu Hollande pour 5 ans, donc on est solidaire, on ne rejoue pas les élections tous les jours, etc., c'est vital. Juste le dessin de Jules, après, et après Renaud et Jean-Michel. Oui, Jules. Oui, c'est un dessin justement pour un peu chanter la variété des comportements, etc. Oui. Genre le Kissing Homo, c'est tout le monde doit s'habiller en Henry Kissinger, en fait. C'est ça le but des soirées. Vous êtes épatant. Oui. Je disais, la vraie différence, entre effectivement les raisons pour lesquelles on peut s'inquiéter, c'est qu'ils ont davantage d'instruments. Je veux dire, ils envoient des mails dans les rédactions, ils font des montages photos qui sont extrêmement efficaces pour les gens qui n'ont pas d'avis a priori, et donc ça va imprimer comme ça l'idée que la conférence de presse demain sera suivie par les gens. Jean-Michel et Joël, c'est des stratégies Internet folles. Non, je voudrais dire, je ne donne de leçon à personne, qu'il y a une responsabilité des médias. Il faut arrêter de parler d'eux, il faut arrêter de les montrer. Parce que, enfin, il y a aussi une mise en garde, un devoir de mise en garde à faire. Mais si vous voulez, il y a quand même un retour, c'est la croisade. C'est les croisés qui reviennent, la France chrétienne et rien d'autre, on coupe. Je veux dire, c'est monstrueux. Je veux dire que c'est un recul de la civilisation, c'est-à-dire qu'on revient dans les cavernes. Et je suis désolé, il y a un moment, parce qu'il est très fort, hein, M. Escada, il a l'air de Tintin au Congo mélangé avec Godefroy de Bouillon, c'est un mélange des deux. C'est deux Belges, hein, c'est pour ça, pardonnez-moi. Et je trouve le mariage homosexuel est autorisé depuis longtemps. Non, mais il faut quand même que cette France, dont tout le monde dit qu'elle est en déclin, ne décline pas quand même dans l'homophobie. Ce genre de réaction identitaire, de crispation violente, on les a connus dans d'autres pays, et en même temps, vous le disiez à l'instant, en Belgique, il y a le mariage homosexuel, il y a le droit de vote des étrangers aux élections locales. Pour autant, les sociétés évoluent. Pourquoi ça marche? Comment ça a marché en Belgique? Il y a aussi des soubresauts, parce qu'on a connu encore en Belgique il y a quelques mois un meurtre homophobe, donc les choses ne se passent pas forcément aussi bien que la société ait évolué. Mais moi, ce qui me frappe en tant que Belge en France, c'est le conservatisme de cette société sur certaines questions qui sont au-delà du mariage homosexuel, sur les mœurs en général, que ce soit sur l'euthanasie, aussi sur le cannabis. Et là, qu'il y ait le fait même qu'il y ait un débat sur cette question est proprement ahurissant, témoigne d'un retour en arrière. Ça se passe très bien, toutes les études le montrent, l'opinion y est favorable. Et dans une période de conjoncture où il est si difficile de faire des réformes, où on reproche à Hollande de ne pas en faire assez et pas assez vite, pourquoi n'accélère-t-il pas au moins cette réforme-là, qui ne demande pas grand-chose, mais qui est... Il a donné un calendrier pour 2013. C'est une mesure symbolique très forte qui pourrait être prise dès maintenant. Le mot de la fin pour Jean Viard, mais le dessin de Jules avant. Non, mais là, c'est pas un dessin pour une fois. Ah oui, j'ai juste un truc à dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des clous. Vous pouvez parler? Non, le motif, non, parce qu'il est ventriloque, c'est lui qui me. Oui, votre bras, attendez. Oui, on n'a pas 2 heures là non plus. Oui, Jules. Non, voilà. Non, mais parmi les grands clowns de l'histoire, voilà, qui étaient vraiment considérés comme des clowns, etc., il y en avait quelques-uns, notamment Drummond, qui était considéré comme un clown, qui avait une grande place dans les médias. Et on voit juste que la postérité qu'il a pu avoir de manière historique. Tout à fait. Jean Viard, vous pouvez dessiner maintenant? Non, ça, je sais pas faire. Ça, j'ai toujours été très mauvais. Oui. Non, pour conclure sur le sujet dont on parlait à l'instant.
C'est-à-dire Civitas, l'intégrisme et la manière dont Non, mais que la France est un pays conservateur, qu'on n'arrive pas à avancer sur ces questions, ça me semble évident. Enfin, ce qu'a dit Madame est tout à fait évident. Je veux dire, on ne sait pas prendre des décisions là-dessus. Ce pays, il est en train de se figer sur ses valeurs culturelles, mais sur d'autres. Donc je crois que c'est vrai, Madame a raison. En plus, c'est des choses qui... Je veux dire, quand on n'a pas d'argent, on peut avoir des idées, et donc on peut faire des réformes de mœurs. Et c'est vrai que sur des questions aussi essentielles que la mort, qu'effectivement les choix sexuels, que des choses comme ça, c'est la moindre des choses que de les mettre en avant et de fédérer la société là-dessus. Et le vote des immigrés, ça fait quand même 25 ans en France qu'on en fait un objet politique plutôt qu'effectivement une réforme. Alors je pensais, moi, que ça serait une des premières réformes pour dire, attendez, on arrête de jouer avec les immigrés. Si on veut commencer à leur faire une place, il faut arrêter de jouer avec eux. Merci à tous, c'est terminé. À suivre, Ambition Bipédie au Conseil d'orientation des espèces. On adore, c'est encore une fois la précédente série d'animation de Jules qui était avec nous, quel bonheur. Silex and the City, à lundi, dans 28 minutes sur Arte, bien sûr, à 20h05. Bis Montag, bon week-end aux chasseurs-cueilleurs. Tchuss.